Bonjour à tous et bienvenue pour ce 31e rendez-vous intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, eh bien le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une série de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert dans son domaine, d'un professionnel de tout horizon, d'un coach en développement personnel, d'un sportif de haut niveau et pourquoi pas d'un artiste et même d'un people. Chaque mardi, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie et puis parlons de son domaine d'expertise. À chaque fois, les mêmes interrogations. En revanche, les réponses sont toutes différentes comme vous allez pouvoir le découvrir. Cette semaine, il s'agit d'une femme qui se prénomme Lucie. C'est une habituée de Mardi Moitou. Nous l'avons déjà reçue dans cette émission. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bozeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste. Allez, on démarre tout de suite l'émission juste après ça. Contact FM. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de Contact FM sur les 88.8 ou 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. L'idée de Mardi Moitou est de vous faire partager 45 minutes de directe vérité avec un invité prêt à partager ses expériences et son vécu. Durant toute la durée de l'émission, vous pourrez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Pour cela, vous devez nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.génération-optimiste.com, rubrique chat ou alors téléphonez-nous. Bonjour Lucie, merci d'avoir accepté notre invitation. Naturellement, vous connaissez le principe de l'émission. Je rappelle que ces dernières semaines, vous avez rencontré, des événements qui ont bouleversé votre existence. Alors ma chère Lucie, première question, rappelez-nous qui vous êtes et surtout quel est votre rôle, quelle est votre fonction? Eh bien, je m'appelle Rolande Lucie Boulagnon et je me fais appeler Lucie Boulagnon parce que j'aime beaucoup ce prénom de Lucie et je suis auteure. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je disais tout à l'heure qu'il y a des éléments qui ont véritablement changé le cours de votre existence ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter en détail ce que vous avez vécu et ce qui vous a amené à refaire une émission avec nous? Eh bien, il y a 5 semaines maintenant qu'une catastrophe a détruit la vie et le rêve de mes enfants. C'est-à-dire qu'ils ils sont mariés depuis 13 ans maintenant. Et ils avaient mis tous leurs espoirs dans une maison et un terrain qu'ils avaient acheté et dans lesquels ils sont rentrés le 1er mars de cette année. Et le 5 août, tout a brûlé et tout a été détruit. Alors s'il s'agit d'un incendie, d'une maison familiale, rappelez-nous simplement dans quelle région vous vous trouvez, parce que nous sommes ici à Carcassonne et vous vous trouvez donc dans quelle région ? Dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise, d'accord. Donc, et ce sont vos enfants qui avaient effectivement mis tous leurs espoirs, tous leurs rêves dans une maison, et il y a eu un incident qui a détruit leur maison. C'est exact. Il y a eu un incendie, un court-circuit qui est parti de la chambre de ma petite fille et qui a entièrement détruit la maison. Les pompiers ont voulu faire tous les efforts qu'ils pouvaient. Il n'y a rien eu à faire, tout a été détruit. Ce qui n'a pas été détruit par le feu l'a été par la suie et l'eau, comme à chaque fois dans un incendie. Alors comment s'est déroulé, si vous voulez, l'événement? Ça se passait en journée, ça se passait le matin, ça se passait la nuit, à quel moment ça s'est passé? Heureusement, ça s'est passé la journée. La petite ne dormait pas dans sa chambre. Elle était partie avec sa maman parce qu'elle était invitée chez des amis, donc elle était partie pour 2 jours. Sa maman et ma petite fille sont parties donc à 1h de l'après-midi. Et à 14h, mon gendre est rentré du travail comme il le fait d'habitude et il a vu de la fumée qui sortait d'une pièce et quand il a voulu voir, il a ouvert les volets et la fenêtre pour mieux voir et à ce moment-là, ça a fait un appel d'air qui a déclenché toutes les flammes parce que le feu couvait et avec l'appel d'air,
il s'est mis à flamber et les flammes sont arrivées. Il a eu juste le temps de sortir lui de la maison. Il a essayé de sortir les chiens qui étaient là et les chats et il a pu sauver il a pas pu sauver un des chiens, une des petites chiennes et un des chats qui dormait dans le lit de ma petite fille parce que c'était son chat à elle. Rappelez-nous un petit peu comment est organisée cette famille, un couple, plusieurs enfants, des animaux? Alors, ma fille et mon gendre sont mariés depuis 13 ans et ils ont une petite princesse qui a 9 ans et qui vit avec eux et ils ont des animaux parce que c'est des amoureux des animaux. Ils récupèrent chaque fois qu'ils voient un chien ou un chat abandonné, ils le récupèrent. Alors, ils avaient donc 4 chiens et 2 chats, voilà, qui avaient été récupérés un sur le bord de la route, un autre qui était venu les rejoindre, un chat qui avait été abandonné un jour où il partait au marché et ils sont revenus avec le chat au lieu de revenir avec des courses. Enfin, tous les animaux qu'ils avaient chez eux sont tous des animaux qui ont choisi d'être avec eux. Alors du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en réalité avec plus rien. Plus rien, mais rien du tout. Ils n'avaient même pas, pour imaginer, pour une femme, même pas un slip ou un soutien-gorge pour se changer, et pour un homme, rien pour pouvoir se changer lui aussi. Vraiment quelque chose d'atroce, quoi, parce que ils se retrouvent vraiment sans rien. Avec une petite fille âgée de 9 ans qui s'appelle Marie, je crois, hein, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. Qui elle-même a été sûrement traumatisée par cet événement. Et surtout la perte de son chat, parce que c'était vraiment son chat, elle jouait à la poupée avec lui, se laissait tout faire, elle l'habillait, elle le déshabillait, elle le mettait dans une chaise de bébé pour le faire manger. Il était vraiment adorable, il l'adorait et il dormait toujours avec elle et dans son lit dès qu'elle partait, il allait vite prendre la place pour protéger la place de sa maîtresse, puisque les chats prennent toujours les négatifs de tout ce qui les entoure pour pouvoir les transformer en positifs. Et là, il a donné sa vie pour sa maîtresse. Alors moi j'ai choisi véritablement de faire appel à vous pour témoigner donc de cet événement qui est vraiment un événement douloureux au sein de votre famille parce que effectivement au-delà de ce fait divers, hein, ça arrive régulièrement, on l'a vu ces dernières semaines, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, des incendies qui se déclenchent dans des immeubles ou dans des villas. Heureusement dans cet événement que vous avez rencontré, il n'y a pas eu je dirais, de blessés, enfin d'êtres humains atteints par cet incendie. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre ressenti, parce que vous, Lucie, vous avez un vécu qui est véritablement entre guillemets chaotique, sur lequel vous avez toujours su rebondir, et là, une nouvelle épreuve s'impose à vous. Et vraiment une épreuve à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que j'étais plus qu'heureuse de la réalisation de leurs rêves, et ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement bien pendant le mois de juillet. Là, ils avaient enfin tout mis en place, tout décoré, la maison était finie. Ils avaient prévu la crémaillère le 5 juillet et là, ils étaient vraiment heureux dans leur élément. Et moi, j'étais heureuse de leur bonheur parce que je trouvais ça vraiment tellement mérité. C'est vraiment des enfants qui pensent toujours aux autres, qui sont toujours occupés de moi quand j'étais pas bien ou quand j'avais des besoins ou financiers ou moraux. Et là, vraiment, quand elle m'a dit viens vite maman, j'ai besoin de toi. Et que je suis arrivée et que j'ai pu que lui tendre les bras, la prendre dans mes bras et regarder brûler cette maison avec elle. Et là, vraiment, je crois qu'il peut pas, pour une mère, un chagrin comme ça, pardon, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vous avez l'impression que votre ventre se déchire et que vous pouvez rien faire d'autre que tendre les bras, ouvrir les bras et les cajoler. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Comment ont vécu, que ça soit votre gendre ou votre fille, cet événement? Eh bien, mon gendre, il a pris un des chiens avec lui et il tenait cette laisse comme si c'était le lien à la vie. Il était complètement hébété, complètement abasourdi. Il n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Et ma fille, elle était complètement effondrée parce que elle pouvait pas imaginer que tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait construit, vraiment, c'était vraiment atroce pour tous les deux.
ils étaient complètement hébétés et complètement abasourdis. Et en même temps, il fallait quand même qu'ils répondent aux questions des gendarmes, aux questions des pompiers. Et c'était vraiment très, très, très dur. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que de voir brûler cette maison sans pouvoir s'approcher, parce qu'au début, tout le périmètre est sécurisé et il est interdit de s'approcher, même les propriétaires. Et lorsque je suis arrivée, la mairesse du village était là et elle s'est tournée vers eux. Elle a dit, vous vous inquiétez surtout pas du logement. J'ai toujours un logement de prévu pour des cas comme ça et vous pouvez venir immédiatement. Et là, ma fille s'est tournée vers moi et elle m'a fait d'un air vraiment mais complètement paniqué, comme un enfant qui rentre à l'école de sa maternelle. Elle s'est tournée, mais maman, tu nous prends, hein, tu nous laisses pas. Et voilà. Et depuis, ils vivent chez moi parce que il n'y avait pas d'autre solution que de les accueillir. Comment ils vous ont annoncé cette catastrophe? Par téléphone. Mais ma fille a été prévenue par son mari qui était rentré et qui voyait ça. Et il l'a appelé, il a dit viens vite, la maison brûle. Et ma fille m'a appelé, m'a dit maman, viens vite, s'il te plaît, la maison brûle. Voilà. Quel était votre ressenti à ce moment-là, Lucie? Je voulais pas le croire. Je pouvais pas le croire. J'espérais que ce soit le garage ou les ateliers ou la partie à côté, quoi. Mais je pouvais pas croire que la maison pour laquelle ils avaient tant travaillé, qu'ils avaient fait autant de travaux dedans, autant de choses pour la rendre belle et tout. Elle était déjà construite, elle était déjà installée, mais ils l'avaient aménagée à leur goût. Ils avaient installé les combles, ils s'étaient fait un petit paradis. Ils avaient installé vraiment quelque chose de magnifique. Ma fille a énormément de goût, elle est très très douée dans la décoration. Donc elle avait vraiment fait de cette maison un vrai bijou. Et je ne pouvais pas croire que ça pouvait être comme ça. Quand vous les avez rejoints, quel est les premiers mots, est-ce que vous en souvenez, les premiers mots que vous avez échangés avec votre gendre et votre fille? Eh bien, j'ai vu ma fille tout de suite. Et quand je suis arrivée, je suis descendue de la voiture. Elle est venue vers moi et je lui ai rien dit. Je l'ai juste regardée, j'ai ouvert mes bras et je l'ai cajolée. On peut pas parler dans ces cas-là. On était en période de vacances, ça fait 5 semaines, donc c'était fin juillet, début août, c'est ça? Le 5 août. Le 5 août, d'accord. Donc ça veut dire que la petite Lucie, elle, était présente au moment de l'incendie? Non, Marie, elle n'était pas présente, non. Elle était justement, ma fille l'avait emmenée chez des amis, elle était invitée, et c'est la seule qui avait de quoi se changer parce qu'elle avait sa valise pour 2 jours. D'accord. Donc, elle était chez les amis et quand mon gendre a appelé ma fille, a demandé aux amis de garder sa fille, et elle est venue toute seule, sans elle. Il fallait pas qu'elle voie ça. Elle voulait la protéger de ça. Elle voulait pas lui dire tout de suite. Comment se sont manifestés l'entourage, le voisinage par rapport à cet incendie? Eh bien, déjà, les voisins les plus proches il y en avait un qui avait vu de la fumée, qui avait déjà appelé les pompiers tout de suite. Il y en a un deuxième qui a vu la fumée, qui a appelé les pompiers également. Ce qui fait que quand mon gendre a appelé les pompiers, le capitaine lui a répondu, mais enfin, c'est 3 fois qu'on nous appelle, on est sur la route, on peut pas aller plus vite. Il croyait que c'était toujours la même personne. Et les 2 voisins qui ont prévenu sont arrivés et il y en a un qui a dit à mes enfants, vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester chez moi, j'ai une chambre de libre, vous venez quand vous voulez. Et le deuxième a dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, mais vous me le dites tout de suite, je vous l'apporte. Et la mairesse leur a proposé un appartement tout de suite. Ils ont vraiment été très 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 encadrés tout de suite par les voisins. Ça, vraiment, c'était bien. Alors, en quelques minutes, non, en quelques heures, leur vie a véritablement basculé, Oui. basculé même dans l'horreur, puisqu'ils ont absolument tout perdu. Comment ils ont réagi quand ils se sont véritablement rendus compte de l'étendue des dégâts et ce que ça allait causer dans leur existence? Eh bien, disons qu'ils n'avaient pas encore bien réalisé. Ils n'arrivaient pas à croire que ça pouvait arriver. Donc, ils sont arrivés dans la maison chez moi, ils sont arrivés dans l'appartement. On a vite installé de quoi les accueillir. Au plus vite, d'abord les coucher et puis trouver quelque chose pour pouvoir qu'ils se changent rapidement. Et quand on a les pompiers, ils font toujours ça pour soulager les personnes. Ils leur proposent d'aller leur chercher des choses qu'ils veulent garder.
Alors, ils avaient demandé du linge, si c'était possible, ils avaient demandé les papiers et tout. Et bien sûr, les pompiers, ils sortaient, mais eux, ils savaient très bien que il n'y avait rien à faire, qu'on pouvait rien récupérer, parce que ce qui n'est pas détruit par le feu est prend tellement l'odeur de la suie et les taches que vous ne pouvez jamais y revoir. Vous pouvez tout essayer. J'ai fait 4 lessives pour essayer d'enlever les odeurs. J'ai tout essayé, tout ce qui peut enlever des odeurs, et rien n'y a fait. Et donc là, ils étaient en train de regarder, ils disaient c'est pas possible. Ils avaient le matin même, ils avaient fait le ménage, ils avaient tout rangé pour que tout soit bien comme d'habitude. Et d'un seul coup, il reste plus rien. Et pour une femme, il y a ses casseroles, il y a sa vaisselle. Pour un homme, il y a tous ses vêtements, ses petits trucs de bricolage et tout, quoi. Et vraiment, ils arrivaient pas à le croire. Ils sont restés 4-5 jours complètement prostrés. Et le samedi d'après, ils étaient le lendemain, ils étaient convoqués par la gendarmerie pour pouvoir faire une enquête. Et les gendarmes ne leur font pas de cadeaux dans ces cas-là, parce que eux, ils font une enquête pour savoir si c'est la personne qui a mis le feu ou pas. Et ils ne s'occupent pas de l'état d'âme, justement, ils profitent de l'émotion pour pouvoir vraiment interroger comme des criminels. Et ça, c'est encore plus atroce pour eux. Et j'ai essayé de les protéger de ça, j'ai téléphoné à la gendarmerie pour qu'ils arrêtent et ils m'ont emballé en disant que c'était leur travail et que je pouvais pas faire autrement. Et là-dessus, ils sont retournés le samedi d'après, et c'était le mardi la catastrophe, ils sont retournés le samedi, et le samedi, ils ont constaté qu'ils avaient été cambriolés, parce qu'il y a des personnes qui ne font que ça. Elles regardent le journal, elles voient où il y a eu des dégâts, et elles vont voir. Et en plus de ça, tout ce qui était à peu près, qui n'était pas détruit par le feu, mais qui était abîmé par le reste, a été volé. La télévision qui était fondue à moitié, ils l'ont pris, le sèche-linge, ils ont essayé de prendre le maximum de choses. Et ça, c'est encore plus atroce parce que non seulement ils perdent tout, mais en plus, ils ressentent ça comme un viol et comme une catastrophe de plus. Contact. Vous êtes à l'écoute de Contact FM en direct sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Ludovic Bezeron en commande d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Bien, sachez que je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Lucie Boulagnon, que je remercie à la fois de sa présence sur notre antenne et surtout d'accepter de nous raconter cette histoire invraisemblable concernant donc cette journée du mardi 5 août du côté de Lyon où il y a eu un incendie familial, et elle nous raconte avec précision cet événement. Ma chère Lucie, j'aimerais comprendre une petite chose. Comment véritablement a démarré cet incendie? Eh bien, maintenant, d'après le capitaine des pompiers, et ça s'est confirmé également, c'est la TNT de la télévision de la petite Marie qui a eu une défectuosité suite à l'orage et qui a déclenché le feu. Et là, le capitaine des pompiers a bien précisé qu'il fallait absolument que les personnes qui ont des maisons fassent très attention aux boîtiers TNT, parce qu'apparemment, il y a une défectuosité qui se fait, et ça se fait pas tout de suite quand il y a l'orage. L'orage avait eu lieu 2 ou 3 jours avant. Ça se fait petit à petit. Alors, c'est toujours des produits maintenant qui sont fabriqués ailleurs qu'en France, donc il y a peut-être pas les sécurités vraiment qu'il y avait auparavant. Et c'est quand même, pour eux, c'était quand même la 3e ou 4e fois que ça se produisait du même départ. D'accord. Donc c'est en fait une défectuosité d'un boîtier TNT qui était dans la chambre de l'enfant. J'imagine l'enfant avait une télé dans sa chambre, et c'est à partir de là, suite à un orage, que s'est déclenché cet incident. Voilà. D'accord. Parlons de la petite Marie. Donc la petite Marie découvre qu'elle a perdu sa maison. Comment elle réagit? Eh bien, pour elle, ça a été très très difficile en plus, parce que comme c'est parti de sa chambre, elle n'avait vraiment plus rien du tout, ni sa bibliothèque, ni ses petits coins. Elle avait son petit coin à elle, parce qu'elle aime bien faire des prières. Elle aime beaucoup la Vierge Marie et Sainte Sarah, donc elle avait ses coins à elle. Elle avait tous ses flots et toutes ses coupes, toutes ses récompenses,
tous ses diplômes qu'elle avait parce qu'elle fait du cheval. Et elle s'est retrouvée sans plus rien. Rien. Et pour une enfant qui, son anniversaire était le 12, on avait acheté les cadeaux d'avance, ils étaient rangés dans la maison et tout, donc elle se retrouvait sans vraiment rien du tout. À part ce qu'elle avait chez moi, puisque moi j'ai son coin à elle, j'ai sa chambre pour l'accueillir, donc il lui restait 2-3 choses, mais là-bas il lui restait plus rien. Et elle, au lieu de se plaindre et de pleurer, elle s'est retenue pour pas faire de chagrin à ses parents. Elle les a protégés, entourés pendant 3 jours. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Et après seulement, j'ai réussi à la faire pleurer en lui parlant de son chat et en lui parlant de la petite chienne. Donc, elle a réussi, mais elle ne voulait pas pour pas rajouter de peine à ses parents. Qui lui a annoncé cette triste nouvelle? Sa maman. Vous étiez présente? Non, j'étais pas là. Allez Lucie, on marque une courte pause et on se retrouve juste après ça. Contact FM, toutes les musiques, tous les tempos. Contact FM. Contact FM. Ziua mea, an de an a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și-am să fiu. Anii câți am adunat într-un sac i-am aruncat și pe apa râului am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Azi petrecerea e a mea, mâine-i ziua altuia. Viața trece, nici nu știi, fă-i pe voie inimii. Cântă viața s-o trăiești, doar așa întinerești. Cântă, toarnă-ți în pahar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere.
Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moi Tout sur Contact FM en direct sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Nous sommes en compagnie de Lucie Boulagnon que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site partenaire www.génération-optimiste.com. Alors parlons peu mais parlons bien, parlons ma chère Lucie de vous, parlons de votre domaine d'expertise. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Beau Voyage, que ces dernières semaines vous avez rencontré je dirais un événement marquant, tragique, l'incendie d'une maison familiale, la même maison de votre gendre et de votre fille, et qu'à travers cet événement, eh bien vous avez rencontré, je dirais, un tas de problèmes, et à travers votre livre Le Beau Voyage, vous racontiez déjà l'ensemble de votre existence, que vous aviez rencontré, comment vous aviez surmonté cela. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve, je dirais, nouvel effort pour remonter la pente. Expliquez-nous un petit peu, très rapidement, comment a été construit votre livre. Eh bien, mon livre, il a été construit d'après des expériences. J'ai décidé de changer de ma façon de vivre, de changer ma vie, de changer mes regards surtout. Et j'ai tellement travaillé pendant 4 ans sans arrêt. Je travaillais 3 heures ou 4 heures par jour sur moi, que j'ai voulu en faire un témoignage pour pouvoir remercier la coach qui m'avait aidé, qui m'avait suivi et qui m'avait aidé tout au long de ce travail. Et il m'a semblé évident de pouvoir transmettre cette expérience aux personnes qui veulent changer et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Parce que quand on en a le désir et quand on s'engage à le faire, il faut se faire aider. On ne peut pas le faire seul. C'est comme quand vous partez en pays inconnu, vous avez besoin d'un guide. Eh bien là, c'est un pays inconnu parce que vous ne connaissez pas forcément. Et là, vous avez besoin d'un guide. Et donc, c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, pour aider les personnes qui veulent, elles aussi, changer, qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors un fait marquant, enfin en tout cas quelque chose qui me trouble un petit peu, c'est que vous êtes, et on peut le constater à travers cette interview, on vous entend, on découvre la personne que vous êtes, on écoute votre existence, vous êtes plutôt généreuse, vous êtes sympathique, vous êtes attentive, vous êtes aux petits soins en tout cas de votre famille, et puis dans votre livre, vous expliquez que vous êtes une personne tellement détestable que vous auriez refusé de vivre avec vous-même. Exactement, c'est ce que j'étais avant de changer. Oui, bien sûr, avant. Avant. Parce qu'il est certain que j'avais fait une carapace, vu que j'avais beaucoup souffert, beaucoup vécu d'expériences douloureuses. Je m'étais créé une carapace qui me protégeait. Donc le mur que j'avais dressé entre les autres et moi-même, eh bien, c'était un mur qui était vraiment impossible à abattre pour ceux qui étaient en face de moi. Alors, c'est vrai qu'il fallait que je la batte et il a fallu déjà que je la batte de mon côté pour que les autres puissent y rentrer. Et c'est là tout le travail du changement et du coaching et du développement personnel. Parce que vous avez un pouvoir illimité aussi bien pour détruire que pour construire. Donc, autant s'en servir pour construire, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer seul ? Non. Enfin, vous pouvez commencer seul parce qu'il faut que vous preniez votre engagement, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez pas le prendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Si vous voulez changer pour plaire à un homme parce que vous voulez l'aimer ou à une femme parce que vous voulez vous faire aimer, ça servira à rien, ça sera jamais que du faux. Mais si vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, si vous vous engagez vis-à-vis de votre moi profond, eh bien là, vous êtes obligé de changer, mais vous êtes obligé de vous faire aider. Vous pouvez pas le faire seul. Parce que vous vous connaissez, mais vous vous connaissez mal. Et pour que vous ayez, c'est comme une balle de tennis. Si vous voulez jouer au tennis, vous êtes obligé soit d'avoir un mur, soit d'avoir un partenaire en face. Et vous êtes, pour le changement, il faut que vous sachiez ce que vous devez changer en premier. Et la personne qui est en face de vous, il faut choisir un coach qui soit vraiment à l'écoute. Eh bien, elle vous fait l'effet miroir. Elle vous renvoie vos propres questions. Elle vous renvoie vos propres questionnements que vous avez pour vous-même. Et à ce moment-là, elle vous aide à changer parce que c'est vous qui avez la réponse. Dans le processus du changement, qu'est-ce qui est le plus évident pour vous lorsque l'on veut changer ? Eh bien, c'est l'effet miroir. Parce que vous avez plein de choses qui vous déplaisent autour de vous quand vous n'avez pas encore changé. Vous avez ou des personnes que vous pouvez pas souffrir, comme on dit, vous pouvez pas sentir, ou alors vous avez des événements que vous ne supportez pas, ou alors, eh bien là,
à partir du moment où vous vous demandez pourquoi vous ne les supportez pas, vous trouvez que en face de vous, la personne, ce qui vous lui déplaît dans la personne qui est en face de vous, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous refusez d'admettre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez au fond de vous-même, vous allez ressortir cette chose-là, et une fois que vous l'avez sortie, vous l'avez guérie, vous l'avez remplacée par quelque chose d'autre, et vous avancez, et après, de plus en plus, vous avez de moins en moins de choses qui vous dérangent, vous avez de moins en moins d'attitudes de personnes qui vous dérangent, vous acceptez tous les autres parce que vous vous acceptez vous-même. Est-ce qu'au final, ça signifie pas que lorsque je vois à travers une personne, un personnage, quelque chose qui me déplaît, c'est qu'au fond de moi, ça renvoie peut-être cette image qui en fait montre ce que je suis réellement. C'est un peu ça ce que vous voulez expliquer? Vous donnez une apparence, vous êtes ce que vous êtes réellement, mais vous êtes aussi ce que les autres voient de vous et ce que vous voulez que les autres voient de vous. Vous êtes personne. Donc, quand vous faites l'effet miroir, eh ben, vous acceptez vos zones d'ombre. Parce que si vous les acceptez pas, ben, vous êtes faux. Et si vous êtes faux vis-à-vis de vous-même, vous pouvez pas avancer. C'est pas possible. De quoi parle le livre plus précisément? De 3 événements, vraiment de 3 croyances que j'ai libérées complètement de ma vie, mais grâce au travail que j'ai fait. Ça parle de ma guérison de mon cancer, ça parle d'avoir réglé mon problème de l'abandon et ça parle de mon problème de l'argent. C'est vraiment quelque chose de très important. Et est-ce que vous avez effectivement, à travers cet ouvrage, réussi à régler ces 3 problèmes? Disons que je les ai réglés avant d'écrire l'ouvrage, parce que sinon, j'aurais pas pu l'écrire. Il fallait que ce soit réglé, que je puisse apporter une conclusion. Parce que si vous écrivez quelque chose et que vous n'avez pas fini le travail, les personnes qui vont le lire ne vont pas pouvoir être aidées. Il faut que vous ayez terminé, que ce soit quelque chose de dépassé, pour que vous puissiez vraiment l'écrire et pouvoir aider les personnes qui vont le lire. En réalité, cet ouvrage, c'est plus un livre témoignage et d'affirmation qu'un simple roman. C'est véritablement un livre d'entraide. Exactement, oui. Oui. C'est comme ça que je l'ai écrit et c'est comme ça que je le perçois. En général, les personnes qui le lisent me disent bien que ça leur apporte, ça leur ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Est-ce que vous avez une offre à proposer justement aux auditeurs de Contact FM et aux internautes de Génération Optimiste? Eh bien, disons que je leur propose d'aller sur le site que vous avez créé, Génération Optimiste, pour découvrir justement des épisodes de ce livre, puisque vous avez eu la gentillesse de le faire paraître en épisode, et puis de se le procurer, parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne peut que les aider. Dans les semaines à venir, est-ce que vous avez des projets? Pour l'instant, je ne peux pas faire de projet, parce que je vis au jour le jour et j'avais pensé, il y a des tas de choses sur lesquelles je me dirige et qui ne s'arrêtent au moment où je vais les faire. Donc, je vois qu'il vaut mieux que j'attende que ça vienne, que ça se calme. Pour le moment, je crois que ma place, elle est ici, auprès de mes enfants, à 100%, et que le reste viendra plus tard, au moment où il le faudra, quand ils seront plus grands, pour se porter tout seuls. Avant de se quitter, Lucie, avez-vous un conseil à nous promulguer afin d'améliorer notre quotidien? Parce que je crois que vous êtes d'une grande sagesse. Eh bien, aimez infiniment les personnes que vous avez autour de vous. Aimez-les, mais à 100%, sans chercher de retour, parce que vraiment, il peut arriver n'importe quoi. J'aurais pu très bien recevoir un coup de téléphone en me disant « la maison a brûlé et vos enfants étaient dedans ». Donc, aimez un maximum les personnes qui sont autour de vous. N'attendez pas, même si vous n'avez pas de retour, vous vous en moquez. Aimez. Il n'y a pas quelque chose de plus fort que ça. Merci infiniment, Lucie Boulagnon, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre vécu, votre expérience avec nous. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis d'en parler. Parce que c'est vrai que quand on le partage un peu, eh bien, ça fait du bien, on se libère un petit peu de tout ça. Voilà, on voit que des personnes s'intéressent vraiment en profondeur et ça fait du bien, ça aide. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite naturellement, ma chère Lucie, une vie remplie d'optimisme. Je rappelle que Le Beau Voyage, ce livre, eh bien, il est disponible chez notre partenaire, www.génération-optimiste.com. Nous arrivons donc au terme de ce nouveau numéro de Mardi Moitou. Merci aux fidèles auditeurs de Contact FM. Merci à tous les internautes de nous suivre sur la toile en web diffusion. J'espère que ce soir encore, vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. Nous recevrons Patrice Santini pour une nouvelle interview vérité. Alors n'oubliez pas de préparer vos questions et de les poster sur le chat de notre site partenaire. C'était Ludovic Bezeron pour Contact FM et Génération Optimiste. Bonne soirée à tous et à très bientôt.